moments inoubliables. Ensemble, faisons résonner la voix de la Tunisie. Le journal. Le journal de 13h30 à la une de l'actualité. Israël déclenche de nouveau l'enfer dans la bande de Gaza. Au moins 413 Palestiniens sont tombés en martyrs dans les frappes israéliennes menées dans la nuit sur le territoire. Le Hamas accuse l'occupation israélienne d'avoir renié ses engagements et accuse Netanyahou de se servir de la guerre d'extermination comme d'une bouée de sauvetage face à ses problèmes politiques. Dans l'actualité nationale, les régions du Nord-Ouest et du Centre-Ouest se frottent les mains. 4 nouveaux hôpitaux régionaux seront créés à Makthar, Ghardima, Ojelma et Hafouz. La crise migratoire s'aggrave à Sfax, un appel urgent à l'action du gouvernement face à l'afflux de subsahariens. Football, la Tunisie affrontera demain mercredi 19 mars le Libéria pour le compte de la 5e journée du groupe H en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. L'effectif de la sélection ne sera pas au grand complet. Météo, température en légère hausse cet après-midi. Bonjour, l'entité sioniste reprend sa guerre d'extermination dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé un nouveau bilan d'au moins 413 morts dans les frappes israéliennes menées dans la nuit sur le territoire. Le bilan est encore provisoire, de nombreux corps et des lambeaux de chair jonchent encore le sol. De nombreuses victimes sont encore sous les décombres. La majorité des victimes sont des enfants et des femmes palestiniennes. Les frappes ont également fait des centaines de blessés, dont des dizaines sont dans un état critique. Parmi les victimes figure le chef du gouvernement. Dans la bande de Gaza, le Hamas a indiqué que Issam Adeli fait partie d'une liste de 4 dirigeants du gouvernement de Gaza. La liste comprend également le patron du ministère de l'Intérieur, le général Mahmoud Abou Watfa, et le directeur général des services de sécurité intérieure, le général Bahjet Abou Sultan. Les frappes étaient les plus intenses depuis le début de la trêve le 19 janvier. Quelques heures après le déclenchement des frappes aériennes massives sur la bande de Gaza, le ministre israélien de la guerre a affirmé qu'Israël continuera son agression dans l'enclave tant que tous les prisonniers ne seront pas rentrés chez eux et que tous les objectifs de la guerre ne seront pas atteints. Il a indiqué qu'Israël agira dorénavant contre le Hamas avec une force militaire accrue. Le Hamas a indiqué travailler avec les médiateurs internationaux pour freiner l'agression d'Israël. Il a souligné avoir accepté l'accord de cessez-le-feu et l'avoir appliqué entièrement, mais l'occupation israélienne a renié ses engagements en reprenant l'agression et la guerre. Il a accusé Netanyahou de se servir de la guerre d'extermination comme d'une bouée de sauvetage face à ses problèmes politiques. Il a également accusé d'avoir décidé de sacrifier les prisonniers encore vivants à Gaza. Washington porte l'entière responsabilité des massacres des femmes et des enfants à Gaza. La Maison-Blanche avait auparavant confirmé avoir été consultée avant le lancement des frappes. Israël continue donc de narguer la communauté internationale. Elle a fait voler sans éclat le cessez-le-feu qui n'aurait tenu que 2 mois, une période au cours de laquelle l'entité sioniste s'est efforcée de dicter ses conditions et d'exercer le maximum de pression sur le Hamas pour le contraindre à capituler. D'après l'ancien diplomate Tawfiq Qawanes, l'incertitude plane sur les perspectives de paix dans la région. Écoutons-le au micro de Zainab Fers. Le regain de violence était prévu parce que, premièrement, l'accord de trêve a été négocié avec l'administration Biden et avec l'arrivée de Trump au pouvoir, donc toute l'équation et l'approche concernant le problème palestinien et surtout la situation à Gaza a complètement été changée avec une vision plus agressive qui exige unilatéralement l'abdication des Gazaouis, de Hamas, et surtout la libération des otages d'une manière unilatérale. Ce qui va se passer d'après moi, c'est qu'il y aura encore plus de pression très forte de la part de l'armée israélienne, surtout dans des conditions difficiles. C'est Ramadan, après la coupure de l'électricité, de l'eau, de l'aide humanitaire. On essaye de faire en
sorte que Hamas et les Gazaouis se rendent complètement et abdiquent complètement, ils libèrent les otages sans contrepartie. Bon, ce plan-là, je ne suis pas certain que ça va marcher comme on l'entend et qu'il y aura quand même une résistance et on trouvera peut-être une autre façon, après beaucoup de dommages et de violences, on trouvera peut-être une façon pour trouver une sortie avec l'intervention des Qataris, des Égyptiens et peut-être un peu des États-Unis. Les nouveaux crimes israéliens ont essuyé des réactions de réprobation dans le monde. L'Égypte a dénoncé une escalade dangereuse qui menace d'engendrer des conséquences graves sur la stabilité de la région. L'Égypte a également appelé la communauté internationale à agir immédiatement pour empêcher le retour de la région à une série renouvelée de violences et de contre-violences. Le chef de l'ONU s'est dit choqué par les frappes israéliennes à Gaza. Il a lancé un appel pressant pour que le cessez-le-feu soit respecté, que l'aide humanitaire sans entrave soit rétablie et que les prisonniers restants soient libérés sans condition. De son côté, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit horrifié par la reprise des bombardements israéliens. Il a appelé à ce que le cauchemar cesse immédiatement. Pour sa part, la Turquie a dénoncé une nouvelle phase dans la politique génocidaire. Elle a estimé que ces frappes israéliennes défient les lois de l'humanité, jugeant inacceptable qu'Israël provoque une nouvelle spirale de violence. Les Houthis du Haman ont condamné la reprise de l'agression de l'ennemi sioniste contre la bande de Gaza et le ciblage de civils non armés. Ils ont promis que le peuple palestinien ne sera pas laissé seul dans cette bataille et que le Yémen continuera à la soutenir et à intensifier la confrontation. Les Houthis du Haman ont menacé récemment d'attaquer les navires israéliens en mer Rouge. Retour à l'actualité nationale, le président Kais Saïed s'est intéressé hier à l'accord conclu entre la Tunisie et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe pour la construction de nouveaux hôpitaux dans les villes de Jelma Hafouz, Makthar et Radimao, recevant à Carthage la ministre de l'équipement et de l'habitat. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de démarrer les travaux dès le mois prochain. Il a également souligné l'importance d'identifier de nouveaux projets en coordination avec le ministère de la Santé afin de renforcer l'infrastructure hospitalière dans plusieurs régions du pays. Notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jemel Tibi, revient sur le sujet. Il s'agit en effet d'un projet de grande envergure qui sera réalisé au cours des 2 prochaines années avec l'entame des premiers coups de pioche dès le mois d'avril prochain, dans l'espoir que les travaux prendront fin en août 2027. La nouvelle de la mise en œuvre des 4 hôpitaux est annoncée pour le mois prochain, moyennant une escarcelle estimée à 356 millions de dinars, issue d'un prêt fourni par le Fonds koweïtien de développement économique arabe. La capacité d'accueil de chaque hôpital sera de 105 lits avec un ensemble de spécialités se rapportant à la pédiatrie, l'obstétrique, les laboratoires d'analyse médicale, la radiologie d'urgence et les blocs opératoires ainsi que les services de réanimation. Ce qui rend compte de l'ampleur des investissements alloués à la concrétisation de ce projet de santé publique qui a pris du retard pour diverses raisons, dont la recherche des sources de financement, mais aussi les problèmes fonciers qui ont été définitivement réglés, tout comme encore pour l'ensemble des études inhérentes à la construction de ces 4 hôpitaux jugés comme un ballon d'oxygène pour le secteur sanitaire dans les régions de l'intérieur du pays. La crise migratoire en Tunisie s'intensifie. Le nombre de migrants subsahariens installés dans le pays ne cesse d'augmenter, en particulier à Sfax, devenu un point névralgique pour les migrants. Ces derniers se regroupent fréquemment dans des oliveraies et sur des terres privées, selon le témoignage d'un habitant de l'Amra dans le gouvernorat de Sfax. Certains parlent même de camps de migrants et d'occupation de terres privées. Les habitants de la région lancent un appel de détresse au gouvernement pour trouver des solutions face à cette situation chaotique. Ziad Malouli, activiste de la société civile, s'est exprimé à ce sujet au micro de la Jebel Armara.
Il y a toujours des milliers de migrants. Selon les sources humanitaires, on parle de 25 000 migrants au milieu donc des Zitoun, des oliviers de l'Amra. D'ailleurs, hier, les unités de la garde maritime ont réussi à faire échouer plusieurs tentatives de traverser la Méditerranée clandestinement. 612 migrants qui ont été secourus en une nuit. Donc aujourd'hui, les habitants ont peur du chaos que peut provoquer cette crise migratoire. Les scènes de violence, des braquages, occupation des terrains. Le dernier, c'est Anchir Ben Farhat, même le propriétaire et son frère ont été virés de leur terrain, ce qui a suscité la colère des habitants de l'Amra et de toute la Tunisie. Aujourd'hui, ce qui est remarquable, c'est que les camps sont organisés. On parle vraiment d'une colonisation masquée. Il y a des salles de cinéma, des salles de jeux, même il y a un tribunal pour juger les subsahariens qui sont là. Donc tout le monde ici demande au président Kais Saïed d'intervenir et de mettre fin à cette migration clandestine. Il faut que tout d'abord il y ait une volonté politique et on attend encore la réaction du gouvernement. Il y a des voix qui demandent d'ouvrir le camp Choucha et aussi il y a un travail qui doit se faire au niveau de la diplomatie entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye. De son côté, le député Dhafr Sraïli appelle le gouvernement à réagir rapidement et à proposer des solutions concrètes pour résoudre cette crise migratoire aiguë. Les subsahariens coincés en Tunisie, ça devient un problème et il faut vraiment le résoudre en toute urgence. Le gouvernement doit être plus transparent sur cette question-là. On doit vraiment dire aux Tunisiens qu'est-ce qui se passe. L'accord entre la Tunisie et l'Union européenne sur l'immigration qui a été formalisé par un mémorandum d'entente en juillet 2023. Il faut vraiment connaître c'est quoi les points sur cet accord parce que vraiment mettre les immigrés dans des terres privées, c'est pas vraiment une solution. Honnêtement, il faut être plus transparent, il faut avoir des solutions, il faut bien communiquer, il faut calmer les gens. Et là, honnêtement, il n'y a pas vraiment de réponse claire, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie. À Gafsa, la plupart des quartiers de la ville ainsi que certaines délégations souffrent depuis le début de Ramadan de la fréquence des coupures répétitives de l'eau potable. Pour remédier à cette situation, les autorités régionales ont décidé l'accélération de la mise en service de nouveaux fourrages. Le point avec notre correspondant, l'Arthur Suite. Le calvaire dure et perdure, de jour comme de nuit. Les ménagères n'en peuvent plus. Elles ont du mal à s'acquitter de leurs tâches familiales, cuisine, vaisselle et propreté. À la lumière des jérémiades et des protestations populaires qui n'en finissent plus, le gouverneur de la région de Gafsa a réuni hier tous les responsables régionaux ayant relation avec la distribution de l'eau. Le commissariat de l'agriculture, le district de l'Astèque et la direction de la Sonnette. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé d'accélérer la mise en service de nouveaux forages, de renforcer la puissance des motopompes actuelles et d'installer de puissants transformateurs électriques, d'entretenir toutes les installations techniques des stations de pompage de la région. Entre-temps, jusqu'à ce matin, la moitié des zones résidentielles de Gafsa au moins continuent de subir le calvaire invivable de la pénurie de l'eau. L'Office des céréales projette la modernisation de ses infrastructures avec la construction de nouveaux silos destinés au stockage des céréales prévus d'ici 2027. D'une capacité totale de 120 000 tonnes et d'un coût estimé à 205 millions de dinars seront répartis sur plusieurs régions, 40 000 tonnes à Rades, 58 000 tonnes à Sousse et 38 000 tonnes à Sfax. En parallèle, l'Office procédera à la réhabilitation datant de 1985 d'une capacité de 206 000 tonnes pour un investissement de 143 millions de dinars. Ces projets visent à renforcer les capacités de stockage, garantissant ainsi la bonne conservation des céréales et le maintien du stock de sécurité nationale. Salwa Ben Hadid Zoueli, présidente directrice générale de l'Office des céréales, nous en parle au micro d'Ansaf Zeri. On a 8 silos de stockage qui appartiennent à l'Office des céréales, d'une capacité de 206 000 tonnes. Et on compte créer des capacités additionnelles aux alentours de 120 000 tonnes, avec une valeur estimée à 205 millions de tonnes. Et pour mieux gérer le transport ferroviaire, donc l'Office des céréales va lancer la semaine prochaine l'acquisition des wagons pour le transport des céréales, pour mieux gérer le flux
céréaliers durant les campagnes céréalières pour assurer le bon transfert des céréales des zones de production vers les zones de consommation. Et actuellement, on a un stock stratégique de 2 mois et on veut augmenter ce stock à 4 mois. Et pour cela, il faut avoir des capacités additionnelles pour mieux gérer ce flux et pour justement profiter. Si on veut acheter aussi des céréales à l'échelle internationale, on doit avoir du vide pour mieux optimiser nos achats, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Une séance plénière se tient aujourd'hui à l'ARP consacrée à l'audition du ministre de l'Éducation. Les questions orales adressées par les députés au ministre sont axées notamment sur la régularisation de la situation des enseignants suppléants, le renforcement de l'infrastructure des établissements éducatifs ainsi que la date de la mise en place du Conseil supérieur de l'éducation. Football, la Tunisie affrontera demain mercredi 19 mars le Libéria pour le compte de la 5e journée du groupe H en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. L'effectif de la sélection ne sera pas au grand complet. Elias Srili qui évolue en Bundesliga et le gardien de but Abslem Hlewi blessé seront absents. La météo à la fin de cette édition, temps partiellement nuageux. Ces nuages deviendront parfois denses l'après-midi sur les régions ouest du nord et du centre, accompagnés avec pluie éparse et temporairement orageuse, puis concerneront localement les régions est. La mer sera très agitée dans la région de Serrat et agitée dans le reste des côtes. Les températures maximales seront comprises entre 17 et 23 degrés dans le nord et le centre et entre 25 et 30 degrés dans le reste des régions et atteindront 33 degrés dans l'extrême sud. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Israël déclenche de nouveau l'enfer dans la bande de Gaza. Au moins 413 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des frappes israéliennes menées dans la nuit sur le territoire. Les régions du nord-ouest et du centre-ouest se frottent les mains. 4 nouveaux hôpitaux régionaux seront créés à Makthar, Ghardima, Ojelma et Hafouz. Football, la Tunisie affrontera demain le Libéria pour le compte de la 5e journée du groupe H en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. L'effectif de la sélection ne sera pas au grand complet. Enfin, la météo, les températures seront en légère hausse cet après-midi. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Najla Trabelsi pour sa précieuse collaboration technique. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.